Donc maintenant, bienvenue à ce premier vidéo de chimie qui fera le retour sur les différents concepts vus en secondaire 4. Et on commence tout de suite avec la différenciation entre ce qu'est un atome de ce qu'est une molécule. Or, évidemment, un atome est constitué d'un noyau contenant des protons et potentiellement des neutrons, suivi de couches électroniques où les électrons y circulent. Alors que dans le cas d'une molécule, nous n'aurons pas un seul atome, mais plutôt deux atomes qui seront unis par un lien chimique qui est rien d'autre qu'un partage d'électrons. Par exemple, dans la situation qu'on est en train d'illustrer, vous avez deux atomes et chacun partage un doublet d'électrons. Ceci est une molécule et le partage d'électrons dont il est question s'appelle un lien chimique. Et durant l'année, c'est ce que nous allons établir, donc comment les liens chimiques se forment, à quelle vitesse ils se forment et qu'est-ce qui peut influencer leur formation. Donc, allons-y avec notre vision. Une des premières choses qu'on va revenir, c'est la représentativité des atomes. Le modèle simplifié atomique correspond à un cercle dans lequel on inscrit le nombre de protons et le nombre de neutrons, ainsi que des couches superficielles où on va indiquer le nombre d'électrons, dans ce cas-ci 2 pour l'hélium. Donc ça c'est notre modèle de représentation pour l'atome. Et lorsque vient temps de représenter cette fois-ci des molécules, on va opter pour la notation de Lewis, qui correspond grosso modo à représenter non pas toutes les couches électroniques, mais uniquement celles contenant les électrons appariés, donc les électrons à mettre ensemble, ou qu'on appelle aussi les électrons de valence. Donc, pour les molécules, notation de Lewis, comme par exemple pour le chlorure de sodium, NaCl, on va représenter le Na avec un X pour son électron, et le chlore avec cet électron de valence autour. Et vous aurez un lien chimique qui sera établi entre les deux. Prochaine étape, on va s'intéresser dans le fond à la nomenclature. Bon, sans aller dans les détails de la nomenclature, on peut indiquer la chose suivante. On peut indiquer dans le fond qu'il y a deux grandes règles. Il y a les règles de base qui s'appliquent et il y a les règles par rapport aux ions polyatomiques. Donc la base correspond à avoir un préfixe qui correspond au nombre d'atomes en présence, ainsi qu'un suffixe ur pour la première partie de la nomenclature. Alors que pour les ions polyatomiques, on se doit de connaître la liste. Donc, par exemple, pour les ions polyatomiques, vous pouvez avoir différents ions, entre autres, par exemple, le NH4+, qui est notre ion ammonium. Dans ce cas-ci, c'est un cation. Et on peut avoir, par exemple, le NO3-, un anion, qui est notre ion nitrate. On n'a pas confondre avec le nitrite, qui est NO2-. Pour ce qui est de la base, bien évidemment, on connaît les différents suffixes et les différents préfixes nécessaires. Donc, pour les suffixes, pour le carbone, par exemple, on a carbure. Pour l'oxygène, on a l'oxyde. Et pour l'azote, nous avons le nitrure. Si nous avons deux azotes, on dira di-nitrure. Si on a 4 carbones, on dira tétra-carbure. Si on a 6 hexa, 8 octa, 9 nona, et ainsi de suite. Si je prends par exemple mon NaCl, j'ai donc du chlorure, on commence par la fin, et on complète avec le 2 sodium. Si on avait eu 2 sodium, nous aurions dit chlorure de disodium. Si par exemple j'ai du NaNO3, cette fois-ci là, je n'ai pas la règle de base, mais plutôt un ion polyatomique, et on va opter à ce moment-là pour du nitrate de sodium. Prochaine étape,
les électrolytes. Bon, encore une fois, sans rentrer dans le détail. Lorsque une molécule possède une charge, on l'appellera électrolyte. En réalité, il s'agit de molécules que l'on peut dissoudre dans l'eau sous forme aqueuse et qui vont donc libérer des charges. Lorsque la charge libérée est un H+, on considérera que cette molécule est un acide. Lorsque la charge libérée est un OH-, on considérera à ce moment-là que cette molécule est une base. Et lorsqu'un métal se lie avec un non-métal, on considérera que cette molécule est un sel. On verra un peu plus tard dans l'année que ce n'est pas nécessairement que les acides qui produisent des H+, on peut avoir d'autres acides qui produisent autres types d'électrolytes. Dans ce cas-ci, on libère des positifs. Ici, on va libérer des charges négatives. Et donc, mon sel, en fond, n'a aucune charge, tant qu'il n'est pas sous forme aqueuse. Par la suite, il nous reste d'autres notions à voir. Évidemment, la fameuse notion des acides et des bases. Rappelons-nous l'équation de neutralisation. Donc, acide plus base donne de l'eau et du sel. Donc, par exemple, du HCl plus du NaOH. On remarque que le HCl libère le H+, et que le NaOH libère le OH-, donnera de l'eau et du NaCl. Donc, dans ce cas-ci, mon acide, c'est mon HCl, ma base, c'est le NaOH. Mon H et le OH de ma base se combineront pour former de l'H2O, alors que le résiduel, soit le chlore et le sodium, se combineront pour faire du chlorure de sodium. Évidemment, la grosse partie de la révision de l'année, évidemment, la mole, qui correspond comme tel au nombre de grammes pour 6,023 atomes. Donc, c'est une façon simplifiée de dire, quand on a 12 grammes pour une mole, c'est-à-dire que 12 grammes équivaut à la masse de 6,023 fois 10 à la 23 atomes d'une molécule ou d'un atome. Alors, évidemment, la question, c'est de savoir comment mesurer, comment calculer la masse molaire d'un atome et d'une molécule. Dans ce cas-ci, prenons en exemple le tétrachlorure de carbone. Pour être en mesure de calculer la masse molaire de la molécule, on va évidemment calculer la masse d'un carbone, soit 12 grammes, et la masse d'un chlore, qui correspond à 35 grammes par mol. Et parce que nous en avons 4 dans notre molécule, nous allons multiplier le chiffre 4 fois 35, ce qui nous donnera l'équivalent de 35, 70 et 140 grammes par mol. Ensuite, on additionne 12 grammes pour le carbone et on obtiendra 152 grammes par mol pour le tétrachlorure de carbone. Maintenant que j'ai ça, évidemment, l'important c'est d'en calculer les concentrations molaires. Pour les concentrations molaires, évidemment, je vais m'intéresser à mon équation C1V1 est égal à C2V2. Mettons-nous en situation, imaginons que je souhaite obtenir un récipient ici, concentré à 0,100 mol par litre, donc 0,15 mol par litre, pour un volume de 125 ml. Je prends de ma concentration mère, qui sera de volume 2 litres et de concentration concentration 2,5 mol par litre. Alors, la question évidemment, c'est de savoir combien de volume de mon 2 litres de 2,5 mol par litre ai-je besoin pour être en mesure d'obtenir 125 ml à 0,15 mol par litre. Bon, alors je reviens donc à mon équation, C1V1 est égal à C2V2. Dans ce cas-ci, ma concentration numéro 1 correspond évidemment à ma solution mère, soit 2,5 mol par litre. Et je m'intéresse à savoir quel volume je vais devoir prendre de ça. Or, je simplifie mon équation, donc je vais isoler mon V1, ce qui va me donner mon C2V2, soit 0,15 mol par litre fois 125 ml, divisé par ma concentration C1, 2,5 mol par litre. Une fois que j'ai fait le calcul, donc 2,5 mol par litre fois V1 est égal à 0,15 mol par litre fois 0,125 litres
pour être sur la même unité. On va avoir des litres partout. J'observe donc en ce moment-ci un volume 1 qui correspond à la quantité que je dois prendre de ma solution de mer de 7,5 ml de ma solution mère. La prochaine étape, une fois qu'on est capable de faire les concentrations sommaires, c'est d'être capable de balancer les équations chimiques. Donc, on va s'intéresser à notre stoichiométrie. Bon. On va prendre par exemple une équation simple, le CH4 plus de l'oxygène O2 va donner du CO2 et de l'eau, qui est une réaction de combustion du méthane. Combustion classique, sachant que chaque combustion nécessite de l'oxygène, un comburant, un combustible de CH4 et va donner du CO2 plus de l'eau. En pour balancer, évidemment, on va s'intéresser dans un premier temps à la molécule la plus grosse, dans ce cas-ci c'est le CH4. On a 4 hydrogènes, il faut donc avoir 4 hydrogènes à droite. J'en avais seulement 2 avec l'eau, je devrais donc rajouter un coefficient stoichiométrique de 2 pour en obtenir 4 à droite aussi. Si j'ai un carbone à gauche, j'ai un carbone à droite, donc ma molécule de CO2 a un syndicat de 2. Et là, ce qui me reste à vérifier, c'est le nombre d'oxygène. J'ai 2 oxygènes de mon CO2, j'ai 2 oxygènes de mon H2O parce que j'ai un coefficient de 2 fois. Ce qui me donne 4 oxygènes à droite, j'aurai donc besoin de 4 oxygènes à gauche. Je multiplierai donc mon O2 par un coefficient stoichiométrique de 2. Maintenant que j'ai été capable de balancer cette équation-là, on va vérifier la concentration molaire. Imaginons que je brûle 125 g de CH4 et je vais me questionner à savoir combien de grammes de H2O vais-je obtenir à la fin de cette réaction, en prenant pour acquis que 100% de mes réactifs vont se convertir en produits. Pour ce faire, je ne peux pas directement utiliser les grammes pour me déplacer dans mon équation balancée. Je dois convertir ces grammes-là en quantité en mol. Bon, je sais qu'une mol de CH4 vaut 16 grammes par mol, donc je vais me questionner à savoir combien de moles ces 125 grammes vont donner. Ce qui va me donner 15,58 moles. Or, pour être en mesure de calculer le nombre de moles qui sera produit de H2O, je dois me questionner sur ma recette. Je sais qu'une mole de CH4 produit 2 moles d'eau. Ce qui va impliquer dans le fond que la quantité de moles d'eau que j'aurai à la fin va être le double, soit à peu près 30,31 à peu près. Donc, une mole de CH4 pour 2 moles d'eau. Alors, si j'ai 15,58 CH4, je vais le multiplier par 2. Et j'aurai à peu près 31 moles d'eau. Donc, on va faire le calcul rapidement. Ok, donc, ce qui me donne, non, pas 30, pardon, excusez-moi, mais plutôt 31,31 moles de H2O. Sachant qu'une mole de H2O vaut 18 grammes, je n'ai qu'à faire 18 fois 31 et j'obtiendrai la quantité en grammes de ma réaction. Ce qui me donne un total de 558 grammes d'eau produite par la combustion du CH4. Et on arrive au dernier bloc de mes rappels de l'année du secondaire 4, les systèmes d'oxydoréduction. Donc, dans une équation d'oxydoréduction, j'ai un réducteur et j'ai un oxydant. Le réducteur, j'ai un oxydant. Voilà. Il faut faire attention, donc, pour ne pas les mélanger. Le réducteur est celui qui perd les électrons et l'oxydant est celui qui gagne des électrons. Si vous vous rappelez de la force électronégative, vous vous rappellerez dans le fond que plus vous êtes à droite dans le tableau périodique, plus vous avez une facilité à gagner des électrons. Plus vous êtes à gauche dans le tableau périodique, plus vous avez une facilité à perdre des électrons. Donc, je prends un exemple bien simple, dans le NaCl, moins on a
généralement va donner son électron, il devient charge plus, c'est donc le réducteur, et l'oxydant, c'est le Cl-, parce qu'il va gagner les électrons. On appelle l'oxydant généralement, pourquoi? Parce que l'oxygène est probablement l'oxydant le plus commun dans les réactions chimiques organiques qui nous habitent. C'est pour ça qu'on donne le nom d'oxydant. Donc, pour être capable de comprendre les réactions d'oxydation, évidemment, il faut comprendre le nombre d'oxydations, qui correspond grosso modo à la capacité de gagner ou de perdre des électrons. Dans une molécule très simple comme le CaSO4, qui est le sulfate de calcium, je vais avoir du calcium qui est 2+. Je vais avoir 4 hydrogènes qui va être -8, parce que chaque oxygène vaut -2, -2 fois 4, -8. Et parce qu'une molécule est toujours neutre, tant qu'elle n'est pas sous forme aqueuse, la charge globale doit être de 0, ce qui fait que mon soufre va être +6. Donc 2 + 6, -8, me donne en effet 0. Et voilà comment on trouve le nombre d'oxydations pour chacune des composantes de la molécule. C'est important d'être capable de trouver le nombre d'oxydations parce que c'est ce qui va nous permettre d'établir les équations réduction et d'oxydation. Donc mon NaCl a une équation de réduction, une équation du réducteur et une équation de l'oxydant. Donc, mon réducteur va se faire oxyder, donc j'aurai une équation d'oxydation, et mon oxydant va se faire réduire, donc je vais avoir une équation de réduction. Donc, je sais que c'est mélangeant, mais le réducteur se fait oxyder, l'oxydant se fait réduire. Donc, l'équation d'oxydation va correspondre à l'équation de la charge de mon Na, de mon sodium. Ce qui va équivaloir à l'augmentation de charge qui passe de Na à Na+, plus une perte d'électrons. Donc, dans ce cas-ci, Na solide, lorsqu'il est mis en forme d'aqueux, va donner Na+, plus un électron. Et cet électron-là va être capté par le chlorure, qui va donner comme équation de réduction du chlore chargé aqueux, Cl-, plus un électron, donnant du chlore gazeux. Et voilà les équations. Si je fais, donc j'ai deux demi-équations. Si j'en fais une équation complète, ou ce qu'on appelle une équation globale, j'obtiendrai à ce moment-ci la communion des deux. Et mes électrons étant de chaque côté de mon équation vont s'annuler. Donc mon électron à gauche dans mon équation de réduction va être éliminé par mon électron à droite de mon équation d'oxydation. L'équation globale va donner sensiblement Na solide plus Cl- aqueux. Donnant du Na plus aqueux. J'ai oublié d'écrire le aqueux. Et du Cl gazeux. Et voilà. Voici ce qui fait le tour de la révision.